Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Pendant cette semaine et pendant autour de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il faut toujours dire des droits des femmes parce qu'on ne le dit pas, on dit que c'est la journée de la femme. Non, c'est la journée des droits des femmes. Il faut bien le rappeler parce que malheureusement, on a eu besoin, comme pour beaucoup de choses, de mettre un cadre pour qu'on respecte la femme. Et ça n'est pas encore gagné. Bonsoir Rudy Jo. Bonsoir Gismi, bonsoir à tous. Femme réunionnaise, et j'allais dire que c'est pas encore gagné. Malheureusement, j'ai pas tort. Malheureusement, tu n'as pas tort, effectivement. Oui, une femme réunionnaise, une femme avec une ambition, l'ambition de partager, de transmettre à la prochaine génération le fait de cette liberté et cette confiance en soi en tant que femme. Aujourd'hui, comment Rodijou définirait la femme réunionnaise? C'est compliqué de définir la femme réunionnaise parce que finalement, un peu à l'instar de notre identité, notre culture réunionnaise, on est multiple. Donc on a plusieurs facettes. Et c'est vrai que la femme réunionnaise, c'est en tout cas pour moi une femme forte, une femme ambitieuse. Quand je reprends un petit peu l'histoire du peuplement de l'île de la Réunion, on voit vraiment une sorte de force, d'ambition, de foi, une femme pieuse aussi, parce qu'on est très ancré dans la religion sur notre île, une femme intense comme notre île. La religion, la religion joue un rôle particulier parce qu'il y a aussi ce métissage. On prend un peu là, on prend un peu de ce côté-là. Et Rodijou a ce mélange-là, d'un côté, de deux côtés au moins. Oui, Et pour ce qu'elle connaît, parce qu'il y a aussi ce qu'elle ne connaît pas. tout à fait. La place de la religion, montre aussi que la femme, pas seulement en termes de religion, mais en termes de pratique, de tradition, de tisane, de Mm. soins, la femme a quand même beaucoup apporté. Malheureusement, ça s'est retourné contre elle tout au long de l'histoire. Effectivement, alors oui, l'ancrage dans la religion, c'est une réalité. Et je porte moi-même le prénom d'une grande femme de la Bible, de l'Ancien Testament. Alors c'est aussi quelque chose qu'on nous met sur les épaules, de refléter un petit peu ces femmes religieuses et qui avaient des Alors, destins pour importants. ceux qui voudraient savoir, c'est l'histoire de Ruth. C'est une femme qui va épouser un roi et qui va, avec douceur, et c'est ça qui est magnifique, Mm. avec douceur, avec tendresse, changer l'image de la femme dans les yeux de certains hommes. Et elle va y arriver. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de magnifique. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a très tôt marqué parce qu'on aime toujours savoir d'où vient notre prénom. Et ce qui était très marquant, c'est de se dire en étant pleinement femme, c'est-à-dire en étant douce, en étant aimante, en étant humble, cette femme, Ruth, a réussi à changer le destin de l'humanité d'une Mm. certaine manière. Donc, je parle beaucoup de force, mais il y a une force dans la douceur qu'on oublie parfois. Et il y a une chose aussi qui est toujours là, mais que les gens ne veulent pas voir ou ne voient pas, c'est que derrière chaque homme, on dit il y a une femme. Bah, en fait, c'est même pas une réalité, c'est parce que qui met au monde cet homme? C'est la femme, évidemment, Voilà. Jasmine. C'est pour Oui. ça que je dis que c'est plus que d'avoir une femme derrière chaque Mm. homme, il y a une mère, il Il y y a a... une mère, il y a une maman, Ouais. effectivement, derrière chaque homme. Et on a parfois tendance à l'oublier, mais c'est la femme qui fait l'homme, puisque le petit garçon, c'est sa maman qui va le faire en L'éduquer, sorte, le faire l'éduquer, grandir. Ouais. et qui va le faire grandir, et qui va faire l'homme qui va devenir. Et quand on regarde la Réunion, on parle de Mm. tradition, entre les... on va revenir aux années 80, un peu avant les années 80, les Malbars avec leur Mhm. tradition, les services cabarets Mm. pour, euh, pour ceux qui sont un peu plus d'origine africaine, malgache, Malgache. le côté Mm. christianisme certes pour d'autres, Mm. musulmans pour d'autres. Il y a, il y a quand même, et puis on n'a faut pas oublier la tradition et la religion chinoise, Mhm. il y a quand même j'allais dire, il y a un terreau où, quand on regarde,
on a la chance d'avoir tout ça, quoi. Tout à fait. Alors, ma mère est malgache, je le disais, et c'est vrai que Madagascar est une société matriarcale. Oui. Il y a une transmission par la mère. Et la mère est celle qui gère le foyer, qui dirige un petit peu, qui manage la maison, le foyer, etc. Donc on retrouve cette force de la femme malgache, puisque la première fille à naître sur l'île est une malgache. On le retrouve aussi dans d'autres religions. Alors pour le coup, je suis chrétienne, et dans la religion chrétienne, la mère du Christ, Marie, a aussi une place prépondérante et parfois même une sorte de confusion de savoir qui est devant l'autre, voilà, chez les catholiques par exemple. Donc oui, dans chaque religion, on retrouve un peu ce rôle de la femme. Ouais. Et malgré tout, quand on regarde, alors on va juste faire un petite parenthèse concernant les trois religions monothéistes. Au départ, il y a Abraham, il y a Sarah, et puis il y a une troisième femme, Agar. Oui. Qui est la femme la servante de Sarah et qui donne va donner naissance. Naissance à un enfant pour Abraham. Oui. Donc on voit bien à quel point la femme a une place prépondérante. Tout à fait, puisque pour reprendre cette histoire, on voit bien que Sarah, qui ne pouvait pas enfanter, donc aurait pu être vue comme un handicap pour la société. Eh bien pas du tout. Il y a une réponse de Dieu et cette réponse de Dieu passe par la femme, Agar, toujours. Ouais. Et juste pour dire, ça c'est dans le christianisme, parce que dans l'islam, Agar est la femme d'Abraham. Tout à fait. Donc, elle a encore plus de place, elle est encore plus importante. Voilà, c'est pas Sarah, c'est Agar. C'est Agar. Donc pour montrer à quel point la femme, elle est vraiment une réponse à beaucoup de choses. Et le problème, c'est quand on regarde, avec le temps, on a l'impression que l'homme s'est servi d'elle pour compenser ou pour répondre à des questions que lui ne pouvait pas répondre. Il y a une sorte de faiblesse. Et si, alors pour rester dans la thématique de la religion, si on reprend même le péché originel qui est Adam et Ève, lorsque Dieu demande à Adam qu'est-ce qui s'est passé, il reporte la responsabilité sur la femme. C'est un aveu de faiblesse. Oui, parce qu'il va dire que c'est Ève qui lui a donné la pomme à manger. Tout à fait. Donc l'origine même, qu'on y accorde ou pas une foi particulière, mais cette explication de l'origine du péché, on le voit bien, l'homme avoue sa faiblesse et il reconnaît aussi le rôle de la femme. Alors pour le coup, c'était un rôle de péché peut-être un peu négatif, mais elle a déterminé le destin de l'humanité. Et je vais faire un bond en avant pour montrer... L'homme a droit à avoir plusieurs femmes. L'histoire a montré que, quel que soit j'allais dire à rigueur la civilisation, l'homme a toujours eu droit à plusieurs femmes. On appelle ça donc la polygamie. Mais dans l'autre sens, une femme avoir droit à plusieurs hommes, c'est très rare. Mais j'ai vu que dans le monde, il y a des endroits où la femme a droit à plusieurs hommes. Oui. Parce qu'il manque des femmes. Tout à fait. Il y a certaines civilisations où, effectivement, on essaie de compenser. Alors, pour le coup, la polygamie en faveur des hommes, c'est un fait. Mais de l'autre côté, pour les femmes qui peuvent avoir plusieurs hommes, c'est vraiment répondre à un besoin d'équilibre. La polyandrie, à ce moment-là, voilà, donc, c'est ça. Pour une femme avoir plusieurs hommes, la polyandrie, oui. C'est quelque chose de très rare. C'est très rare et ça répond en général, dans les sociétés où ça arrive, à un besoin de rééquilibrer. Oui. Tu disais, voilà, il manque des femmes. Voilà, donc on rééquilibre les choses. Effectivement, le rôle de la femme ici, c'est un rôle d'équilibre naturel. Et c'est un paradoxe de dire ça parce qu'à ce moment-là, c'est l'homme qui joue le rôle, entre guillemets, de la femme occidentale. C'est lui qui s'occupe. C'est lui qui s'occupe de la femme, de l'enfant qui naît, de la relation multiple. Et et ça, à aucun moment, ça ne pose de problème non plus. C'est une vraie tradition. C'est une vraie tradition. Je pense que il y a des problèmes qui apparaissent au fil des années et qui ne sont pas à la base ou qui n'ont historiquement pas été des problèmes. Et juste pour faire sourire, quand Louis Payen et le deuxième français arrivent avec les 10 ou les 9 malgaches,
il n'y a que 3 femmes. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se disputent et les Malgaches partent avec les 3 femmes. Et il a fallu un capitaine qui était de passage par ici, qui va aller les rencontrer pour que le groupe se reconstitue. Donc ça montre bien que la femme reste j'allais dire, le centre d'une tribu, d'une communauté. La pièce maîtresse, effectivement, d'une communauté, alors d'une tribu, d'une communauté, d'une civilisation, d'une histoire, d'une époque, effectivement. Et on le voit avec Anne Mousse, quand il épouse Tessier, elle devient respectable aux yeux des Blancs. Elle construit même une église à Sainte-Marie. Mais lorsque Tessier meurt, le contexte change. Elle redevient noire dans les yeux des Blancs. Donc, on voit bien ici que la femme, et quand on parle de la femme, on va parler de cette période où on stérilisait de force les femmes réunionnaises, surtout noires, parce qu'elles faisaient trop d'enfants. Donc on avait une peur. Oui. Et il y a de la peur finalement derrière le souhait ou la volonté de diminuer la femme, de la brider. C'est cette peur d'une réalité. La réalité est que cette femme a une place naturelle. Oui. Et si on la laisse faire, elle la prend. À travers tous ces éléments-là, comment Ruth Dijoux, femme réunionnaise, se voit aujourd'hui et comment elle va se projeter? Alors, comment est-ce que je me vois aujourd'hui? Je me vois comme clairement un maillon entre 2 générations. Une génération passée, ancrée dans beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, et la prochaine génération, celle de ma fille. C'est ça qui rend ce fardeau si lourd? C'est lourd. C'est très très lourd, effectivement. on va pas se le cacher. Ouais. C'est une responsabilité. Et je le prends comme une responsabilité. Et dès lors qu'on parle de responsabilité, on parle de crainte, la crainte de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Oui. Et puis surtout d'être là. Il y a l'influence des traditions, du passé qui pèse. Et puis il y a les enfants qui arrivent, qui ont une vision différente et qui, eux, veulent aller dans une direction qui, eux, croient que c'est la bonne direction. Et j'allais dire, on fait un peu le grand écart. Il y a des grands écarts. Il y a des grands écarts que j'aimerais qualifier de ponts. C'est peut-être plus joliment dit et peut-être moins dur à vivre. Mais effectivement, ces grands écarts, c'est de se dire... il y a un moment donné, on ne doit pas se perdre, on ne doit pas perdre ce qu'on nous a transmis, on doit garder vraiment à l'esprit nos valeurs. Et puis à côté de ça, on doit s'adapter. On doit s'adapter à la société. Voilà. Et la question, j'allais dire, un peu, c'est vraiment une question qui amène une réponse où il faut vraiment faire des exercices intellectuels. C'est comment rester réunionnaise ou réunionnais tout en évoluant, en changeant. C'est ça l'équation à résoudre. On est condamné à évoluer de toute façon. Et c'est ce qui fait un peu l'objet de la crise identitaire qu'on connaît. Alors j'ai le sentiment que cette crise est d'autant plus prégnante ces derniers temps que la société va beaucoup trop vite. Même moi, j'ai l'impression d'être dépassée un petit peu par tous ces apports de l'extérieur, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, on ne peut pas rester figé dans notre époque. C'est pas possible. On doit tendre vers cette évolution. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait au mieux? C'est une question quotidienne que je me pose et d'où le fardeau. Et justement, on ne se parle plus trop, il n'y a plus ces cercles familiaux qui permettent d'échanger, de voir qu'est-ce qu'on transmet. Aujourd'hui, on est vraiment lié, on est vraiment sur soi. C'est le paradoxe de notre société. À l'ère de l'ultra-communication, on ne communique plus. C'est une réalité. Et c'est vrai que là, je le disais à mes enfants, pendant le cyclone Bellal, on a eu des coupures de courant. Et puis, on s'est reposé autour de la table basse à faire des jeux d'ombre chinoises. Et je disais à mes enfants, voyez, à l'époque, quand j'étais plus petite, alors ils me disent à l'époque, ça me fait vieillir, mais on passait beaucoup de temps finalement ensemble en famille, à échanger, à parler, à se transmettre
des anecdotes, des histoires, à connaître. Et c'est de là aussi où j'ai appris à connaître mon grand-père, même décédé, mais j'ai eu l'impression de le connaître, du côté de mon père ou de ma mère. Voilà, c'est des choses que je pense qu'il faut qu'on garde vraiment et qui se perdent de plus en plus. Et quand on parle de fardeau, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? Et qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin plus tard, qu'on soit là ou qu'on ne soit plus là? C'est exactement ça, Jismi. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qui a de la valeur dans une société où l'on nous fait croire que d'avoir une belle voiture, une belle maison, le dernier iPhone, etc., ça a de la valeur. Donc, qu'est-ce que nous, on veut transmettre à nos enfants? Et c'est une vraie question que notre génération doit se poser. Et en plus, avec les racines qu'on a en nous, les liens avec nos ancêtres, nos défunts et nos ancêtres sont de plus en plus forts. Ça pèse. On est, j'allais dire, on est redevable quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision on prend? Et qu'est-ce que la femme? Parce que là aussi, dans la transmission, qu'est-ce que Ruth Dijoux doit transmettre comme héritage de ce que doit être une femme aujourd'hui et demain? Ce que j'ai envie de transmettre, en tout cas ce que j'essaie de transmettre, c'est mon ancrage dans la foi qui le fait, c'est le prénom que je porte, c'est vraiment d'être fière d'être une femme, fière de l'être, avoir la certitude qu'on nous aime pour ce que l'on est, et c'est pas nécessairement une évidence, et puis déjà de s'aimer soi-même. C'est quelque chose particulier. Alors, juste là-dessus, une parenthèse, quand on a des ancêtres esclaves, des ancêtres engagés, on a toujours été dans la misère. C'est pas facile de s'aimer soi-même. Non, non. C'est pas facile et je pense qu'on a une forme d'esclavage spirituel, intellectuel encore, où il y a encore des liens, des chaînes. Il y a encore des chaînes. Et je pense que c'est ça qu'il faut dépasser. Ce n'est pas uniquement de fêter le 20 décembre, mais c'est au quotidien. Oui, mais à partir des années 80, on a cru que parce qu'on allait manger à notre faim, qu'on allait avoir une case en dur et non plus une case en bois sous tôle, qu'on allait être le roi du pétrole. Et on se rend compte, 40 ans plus tard, qu'on s'est totalement fourvoyé. On s'est fourvoyé, mais est-ce qu'on ne nous a pas poussé à nous fourvoyer? C'est une vraie question. Et finalement, ce que j'aimerais transmettre aussi fait partie de ces éléments-là, de se dire, ne nous trompons pas. On nous envoie, alors quand je dis « on », sans être complotiste, mais la société ou le reflet d'une certaine société nous envoie des codes ou des normes qui ne nous appartiennent pas. Et justement, c'est d'avoir les moyens de faire les bons choix. Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on doit mettre de côté. Et ça, on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Non, c'est encore compliqué. Ouais. Parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et c'est pour ça que pour revenir à s'aimer soi-même d'abord, aimer ce que l'on est, notre histoire, être fier de ce que l'on est, et pour une femme, être fière d'être une femme et s'aimer en tant que telle, sans nécessairement avoir systématiquement besoin de revendiquer un statut, c'est juste de l'être. La preuve, le 8 mars, c'est une revendication. C'est de revendiquer les droits des femmes. Ce qui veut dire que quelque part, ce qui veut dire tout simplement que la société, que les sociétés masculines ne reconnaît pas tous les droits des femmes. Et c'est un constat d'échec qu'on doit faire. Alors, pour moi, les premières à devoir respecter les droits des femmes, c'est les femmes elles-mêmes. D'accord. On doit... il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions du respect des droits de la femme. Et c'est très bien, c'est très important, en tant que juriste d'ailleurs, que ces droits soient consacrés par des textes, des conventions. Là, on l'a vu, l'IVG dans la Constitution. Donc oui, c'est très bien cet effort de l'État. Mais chaque femme, à son niveau, doit déjà se respecter elle-même et ne pas revendiquer des droits qu'elle a. Elle les a. Donc, vivons en tant que femmes et soyons femmes, tout simplement. Et
Dernière question, c'est est-ce que je suis d'accord que parfois la femme, pour réussir, a besoin d'être un homme? Oui. Oui, on doit. Alors, même au-delà d'être un homme, je pense qu'on doit en faire plus. On doit en faire plus. D'accord. C'est une réalité. Et justement, c'est ça parfois pas qui me gêne, mais je trouve ça un peu paradoxal de voir une femme agir comme un homme pour réussir. Mm. Alors qu'une femme peut réussir en tant que femme. C'est malheureux parce qu'effectivement, il y a encore aujourd'hui besoin. Alors, quand je dis d'en faire plus, j'irai pas jusqu'à, en tout cas pour ma part, jusqu'à être un homme ou faire comme un homme, parce que je suis pleinement femme et j'aime être une femme, mais par contre, oui, de devoir se justifier davantage. Et c'est au quotidien pénible, parce qu'on va nous reprocher ou nous poser des questions qu'on ne poserait pas à des hommes, ou nous reprocher des faits qu'on ne reprocherait pas à des hommes. Donc il y a une sorte d'exigence de la femme, dès lors qu'elle émerge, dès lors qu'elle sort de son cercle familial, il y a une exigence de la société. Et pas que des hommes d'ailleurs, mais aussi d'autres femmes envers les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont contre les femmes, qui veulent être différentes de ce qu'elles croient être une femme. Tout à fait. Donc ça nous demande un effort supplémentaire. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore un chemin à parcourir avant, j'allais dire, d'arriver à pas une égalité, parce que la femme sera toujours supérieure à l'homme, mais pour qu'on accepte la femme telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Et c'est pour ça que je disais, je suis un peu la génération grand écart ou la génération pont, puisque mon rêve ou le projet de demain pour la femme réunionnaise serait vraiment que toutes les petites réunionnaises qui grandissent aujourd'hui soient des femmes accomplies qui n'aient plus à devoir se justifier de l'être. Nous, on va plus attendre le 8 mars pour inviter la femme sur le plateau pour parler de la femme. On va faire ça de manière régulière, y compris avec Ruth Dijoux. Avec grand plaisir. De la voir au moins une fois par mois sur ce plateau pour aborder le sujet de la femme réunionnaise et son évolution. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Gismi. Pour cet échange. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.